Bonjour. Voilà, aujourd'hui je vais publier certaines vidéos concernant uniquement le système éducatif, la pédagogie pratiquée actuellement. Ce sont mes petits-enfants qui m'ont demandé de le faire. Je ne laisserai pas mes 52 ans d'expérience sans en transmettre quelques-unes à mes jeunes collègues. Puissent-elles être efficaces, bénéfiques? Sinon, au moins, j'aurais accompli un petit devoir. Aujourd'hui, le premier sujet concerne la réforme de l'école ou du système éducatif dans son ensemble. Depuis des lustres, nous parlons de réforme de l'enseignement. Malheureusement, ce sont des coups d'épée que nous avons donnés dans une eau claire ou parfois trouble. La question que nous devrions nous poser avant un énième coup d'épée dans l'eau est la suivante. En quoi l'école, à travers toutes ces institutions éducatives, a-t-elle servi la société? En quoi cette école a-t-elle desservi cette même société? Bien sûr, l'école doit être considérée comme tout lieu d'enseignement ou de formation, parce que l'école va du primaire à l'université, en passant par les centres professionnels et les écoles spécialisées. C'est un ensemble, malheureusement, qui est dissocié. Nous devons absolument comprendre que la réforme d'un système éducatif ne doit pas s'arrêter à celle d'un simple programme de connaissances, à l'impression de livres, après avoir réformé d'autres. Des livres n'ayant abouti qu'aux scoliose et lordose des enfants. Une affaire de très gros sous, des millions de dollars jetés par la fenêtre. En classe de 6e, un pays un petit peu plus développé que le nôtre a conçu un livre unique pour toutes les matières, pas plus de 400 grammes. Le cartable du même élève chez nous est plus lourd que l'enfant qui le supporte. Au lieu d'acheter du matériel didactique durable et efficace, nous avons eu recours à des moyens machiavéliques pour dépenser de l'argent. Vous savez, quand on maîtrise la pédagogie pratique, je dirais, donnez-moi du matériel didactique collectif et individuel et prenez tous vos livres. Alors à partir de cette maxime, imaginez un peu le bénéfice économique que nous ferons et surtout la motivation de l'élève avec l'efficacité de la transmission des connaissances. En plus de cette ignominie de dépenser des millions, voire des milliards de dollars pour imprimer des livres et des livres et des livres, dont je suis certain les caves des ministères et même des écoles sont pleins à craquer parce qu'ils ont été réformés et qu'on a imprimé d'autres. En plus de cette ignominie, les ministres se sont vantés publiquement d'avoir dépensé des centaines de millions de dollars chaque année pour des centaines de millions de livres dont la moitié est inutile. Je peux détailler par année scolaire et par matière cette constatation. Monsieur le Président vient de dire une cruelle vérité. Ou ces gens sont des incompétents, ou il y a anguille sous roche. Une réforme de l'enseignement ne s'arrête pas seulement à l'impression de livres, ni même à restreindre des horaires ou des matières. Malheureusement, chaque fois qu'on nous parle de réforme de l'enseignement, on nous dit, voilà, on a ajouté une demi-heure par-ci, on a retranché une heure par-là, on a ajouté, diminué, etc. La conception de la réforme de l'enseignement est complètement à côté de la plaque. Quand bien même la révision et la mise à jour des programmes et horaires est une condition nécessaire, elle reste fort insuffisante, voire répétitive et inefficace. Répétitive et inefficace. Ce n'est pas ainsi que nous devons concevoir la réforme de l'enseignement. Nous n'aurons fait que reproduire les mêmes erreurs du passé et tourner en rond. Si nous partons du principe que l'école et la société ont une relation d'échange très étroite, nous devons établir avec précision et détail cette corrélation pour l'utiliser comme base de réforme.
Donc il y a urgent de dégager un projet de société qui définira exactement une stratégie éducative. Il y a un problème de planification dans notre pays et dans tous les domaines. Cela concerne toutes les institutions de tout le système éducatif qui doivent travailler en étroite collaboration de l'école primaire au moyen, au secondaire, au lycée, à la formation professionnelle, à l'université. Durant mes 52 années de service, soit dans le public ou dans le privé, je n'ai jamais vu les enseignants du primaire collaborer avec ceux du secondaire et encore moins avec ceux de l'université. Pour le moment, aucun travail en commun n'est palpable. Chacun élabore ses projets indépendamment de l'autre, alors qu'il s'agit d'une même société, du même citoyen. Et puis, il ne s'agit pas seulement de programmes ou de méthodes. Il faut se poser, je pense, cette question. Une institution éducative à travers toutes ces infrastructures qui ne forment pas des citoyens capables de produire ce dont a besoin la société où ils vivent et qu'ils doivent servir, est une institution défaillante. C'est de ce principe que doit partir toute réflexion sur la future institution éducative ou la refonte de l'éducation nationale. Et pour preuve, en Algérie, nous avons beaucoup de travail, énormément de travail. Mais il n'y a pas la main-d'œuvre spécialisée pour répondre à l'offre. Résulte donc un chômage de la jeunesse inhérent essentiellement au déséquilibre de la formation dispensée dans les différentes institutions. Et pourquoi? D'abord parce que nous avons fait trop de populisme, de politique politicarde, d'idéologie, de guerre des langues, qui ont mené notre école vers son marasme actuel. L'école algérienne a été plongée dans une guerre de langue, alors que la langue n'est pas un problème. Une langue peut s'apprendre en 6 mois, lorsqu'on y met les moyens. C'est ce qu'elle véhicule qui est important. Et c'est la science qu'elle doit véhiculer qui est importante. La guerre des langues est dévastatrice. Bien sûr, je ne suis pas contre la protection de notre entité, mais cela ne nous empêche pas d'être et de rester ouverts à tout ce qui se fait chez les autres. Savamment programmé à partir des sensibilités, des passions, intelligemment exploitée, cette guerre des langues a porté un coup fatal à notre école. Le fin fond de l'objectif est de ne pas permettre à l'Algérie de devenir un pays producteur-exportateur, mais un pays éternellement consommateur-importateur. Tout cela dépend du système éducatif. Je parle bien sûr de la politique du passé, celle qui a détruit les anciens CNET, les collèges nationaux d'enseignement technique, les lycées techniques comme celui de Délice, ou de Tlemcen, ou d'Oran, pour les transformer en établissements d'enseignement généralisé. Là, il y a eu un véritable crime et personne n'a voulu nous écouter. Les ingénieurs qui en sortaient ont servi la Sonelgaz et la Sonatrach. La dénonciation de ce fait et le refus de l'école fondamentale, que j'appelle fondamentale, nous a coûté nos avancements et nos carrières. On a présenté l'école fondamentale comme une avancée technologique. Avec quoi? C'est bon, le principe était merveilleux, mais où étaient les moyens? Nous sommes restés à l'époque de Jules Ferry, pour ne pas dire Charlemagne. Le tableau, la craie, le cahier et des livres obsolètes. Aucun matériel didactique, aucun matériel scientifique. Et en plus, certains responsables choisissaient les meilleurs enseignants pour les premières années. Et pour dire, comme pour les élections de l'époque, voilà, l'école fondamentale est merveilleuse parce que les enfants savent lire parfaitement
dès la première année. Et puis c'était le trou. Troisième, quatrième, cinquième année, c'était la catastrophe. Et on devait rechoisir les meilleurs pour la sixième. Et enfin, quel est le niveau qui en est résulté à l'époque? J'étais directeur d'école, on nous obligeait de prendre des élèves, des maîtres francophones, pour les obliger à enseigner en arabe, sans aucune formation adéquate. Je ne suis pas contre la langue arabe, parce que cette conférence, je vais la faire en arabe classique. Je suis pour la formation adéquate, l'enseignement précis, efficace, de tout ce que nous enseignons, que ce soit la langue arabe, les mathématiques ou les langues étrangères. Pas de médiocrité. Tant que nous avons accepté la médiocrité, nous avons cassé le système éducatif. Et puis après avoir détruit les lycées techniques et les collèges d'enseignement technique, on a créé des CFPA. Excusez-moi, mais pendant un certain temps, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, nous avons formé dans ces CFPA des métiers dépassés, obsolètes. Soudeurs, etc. Au moment où nous avons besoin d'une main-d'œuvre spécialisée en technologie pour monter des voitures, et plus, des électrotechniciens, nous sommes restés quand même à un stade assez archaïque dans ces CFA. Et il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Nous devons prendre le train parce que le train roule très vite. C'est ainsi que nous avons perdu notre savoir-faire, nos véritables compétences. Et parallèlement à cela, nous avons détruit notre savoir-faire dans d'autres domaines. Je prends l'exemple d'une ville, et pourquoi pas Tlemcen, qui, dans de petits ateliers à travers toute la ville, semi-industriels ou artisanaux, fabriquaient les souliers non seulement de toute la ville, mais de tout le pays. Elle exportait le soulier aussi bien à Alger, dans le sud, à l'est. Il y avait une population spécialisée dans la cordonnerie et de beaux souliers. Puis est arrivée cette malheureuse importation à tout va, où les prix ont été cassés par des produits asiatiques de mauvaise qualité, qui ont même présenté des problèmes médicaux, et on a vu que l'artisanat a été tué, et des milliers de travailleurs se sont retrouvés au chômage. Parallèlement à ça, nous avons aussi perdu le savoir-faire dans le domaine de la cordonnerie et dans d'autres domaines, du tissage, de la tapisserie. Aujourd'hui, nous importons nos djellabas et les bédaïas de nos femmes d'un pays à côté. Vous savez, lorsque nous avons offert des millions de dollars pour l'ANSES, ce qui est bien, d'autres ont offert uniquement une machine à coudre. Et avec ces machines à coudre, ils ont envahi notre pays de costumes, de caftans, de bédaïettes, etc., etc., etc. Nous n'avons qu'à voir nos magasins. Pourquoi? Parce que nous avons les moyens, nous avons mis trop d'argent dans le marché, mais nous n'avons pas su garder le savoir-faire. Il faut développer d'abord ce savoir-faire avant d'investir. Il y a un autre problème. Au primaire, on retient inutilement des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans, inaptes à faire de longues études, alors que leurs camarades sont déjà au CEM à 10-11 ans. On les retient à l'école. C'est la politique qui le veut.
On sait parfaitement qu'à partir de 14 ans, un élève qui rate le primaire ne peut pas faire d'études, de longues études, soit au CEM, soit au lycée. C'est prouvé. Les statistiques le prouvent. Non. Il faut garder ses enfants à l'école. Au lycée, on fait redoubler des élèves de 3e AS qui ont échoué 3 fois au bac, pas parfois plus. Ils deviennent non seulement des parasites, parce qu'ils n'ont plus d'espoir, pourvu qu'ils n'aillent pas dans la rue. Ce sont ces décisions politiques désastreuses, populistes, tant pour les établissements que pour les élèves et la société, qui ont créé des problèmes socio-économiques. Ce n'est pas de cette manière que les problèmes doivent être résolus. Il faut rendre à l'école sa dignité, son autorité, sa notoriété. Nous avons voulu prostituer la science en ce sens que nous voulons absolument l'inculquer à certains qui n'en veulent pas ou qui sont doués pour d'autres activités professionnelles, artistiques. La scolarisation doit être obligatoire jusqu'à 14 ans, au maximum. Je ne suis pas contre la démocratisation de l'enseignement, mais il ne faut pas utiliser la démocratisation de l'enseignement pour cacher un marasme. À partir de 14 ans, il ne sert à rien de pousser des élèves inaptes aux longues études jusqu'en 3e AS et en faire des chômeurs ensuite à 25 ans. Nous leur avons fait perdre du temps et surtout la capacité à apprendre à travailler. La notion de travail s'apprend très tôt. Ce n'est pas à 25 ans qu'on commence à apprendre un métier. C'est à partir de 14 ans. Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 11 ans. Cela ne m'a pas empêché d'aller à l'école. Les études statistiques ont prouvé que les enfants qui décrochent à 14 ans sont incapables d'aller plus loin dans les études. Par contre, leur grande majorité excelle dans les métiers traditionnels ou modernes. Or, nous avons des élèves de terminale qui ne maîtrisent même pas la lecture. J'en ai eu. Il est indispensable de faire ce premier tri à partir de la 6e du primaire, en donnant bien sûr cette chance de redoublement jusqu'à l'âge d'orientation qui doit être de 14 ans. Ce n'est pas une remise en cause de la démocratisation de l'enseignement. Ce n'est pas un enseignement sélectif. C'est une efficacité dans l'orientation, dans la formation du futur citoyen. Lorsqu'on garde un jeune jusqu'à l'âge de 25 ans, qu'on lui donne un papier et qu'il ne sait absolument rien faire pour s'en sortir dans sa vie sociale ou pour servir la société dans laquelle il vit, nous avons commis un crime envers ce jeune-là. C'est vers les centres de formation professionnelle qui doivent être développés en fonction des besoins de la société, en fonction des technologies actuelles, que ces enfants doivent être orientés pour l'acquisition des métiers tout en continuant à acquérir un savoir scientifique selon des programmes spécifiques. Nous savons tous aujourd'hui qu'un chauffagiste, un bon plombier, un bon mécanicien, un bon électromécanicien gagne sa vie mieux qu'un professeur de faculté. Ceci n'est pas une atteinte à la démocratisation, on risque de me répéter. C'est assurer une efficace corrélation et créer une symbiose entre la société et son système éducatif. Plus de production, moins de chômage et surtout moins de dépenses budgétaires de l'État avec plus d'efficacité. Excusez-moi, nous sommes en train de construire des universités budgivores ou budgétivores sans penser à la qualité et la quantité. L'enseignement général doit avoir ses limites au profit de l'enseignement technique et professionnel moderne.
En échange, nous avons des diplômés, des centaines de doctorants en chômage. À quoi ont servi toutes ces dépenses faramineuses? À quoi ont servi tous ces temps réservés à l'étude pour aboutir au néant, à rien, parfois à des dépressions nerveuses? Nous sommes arrivés à un stade où des médecins généralistes se convertissent en petits commerçants. Et parfois, j'en ai vu en carreleur, en maçon. Et la liste est trop longue. Et c'est là où le système éducatif a desservi la société, car il ne lui a pas formé les citoyens qu'il faut en quantité et en qualité proportionnelle aux besoins réels. Ce déséquilibre dans le système éducatif proportionnel est à l'origine des déséquilibres socio-économiques. Nous fabriquons 5% de nos besoins vestimentaires parce que nous n'avons pas de compétences. Un tailleur de djellaba qui n'a coûté à l'État et à la société rien du tout gagne 10 millions par mois au minimum. Une couturière de robe traditionnelle en fait le double. Et nos magasins sont pleins de produits made in étrangers. Alors il est temps de réfléchir à des solutions concrètes, applicables, pour former ces jeunes à qui on perd du temps précieux à tourner en rond pour avoir un diplôme inutile, à être rentable pour eux-mêmes, pour la société et donc le pays. Je répète, alors il est temps de réfléchir à des solutions concrètes, applicables, pour former ces jeunes à qui nous perdons du temps précieux à tourner en rond pour avoir un diplôme inutile, pour être rentables pour eux-mêmes, pour la société et donc le pays. Enfin, pour conclure ce point de vue, je vous demande de chercher dans votre entourage immédiat un bon mécanicien ou un bon chauffagiste et un médecin généraliste ou même parfois un spécialiste. Qui trouverez-vous en un laps de temps très court? C'est une bonne chose. L'école a servi la société dans ce sens. Mais il faut éviter un déséquilibre. Donc si le système éducatif a servi la société dans un domaine, il l'a plus servi dans l'autre. Enfin, en ce qui concerne la refonte des programmes, surtout au primaire, s'il vous plaît, arrêtez d'aller à l'étranger à coût de millions d'euros acheter ces méthodes aux terminologies pédantes qui sont en contradiction avec nos réalités algéro-algériennes. Comme Mouloud Ferroun a été le premier à organiser la grammaire française dans son livre L'ami fidèle, il y a toujours des compétences algériennes mises à l'écart capables de relever le défi à peu de frais, voire gratuitement. Il y a des propositions pour l'apprentissage des langues arabes ou autres, de la lecture, de l'arithmétique, de toutes les matières, très simples, très efficaces, très motivantes, résultant des méthodes actives dont on a juste changé les noms ou les terminologies pour faire croire à des découvertes, alors qu'en réalité, c'est une affaire de gros sous. Une méthode ne vaut que par ce que vaut l'enseignant. C'est la disparition de la pédagogie pratique dans notre formation au profit de théories éparses, importées de ça et là, qui a plongé notre école vers l'inefficacité. La formation de l'enseignement est strictement théorique. Il faut la revoir de fond. Il faut la revoir dans le fond. Des exposés pédants copiés du net et souvent incompris sont dispensés aux professeurs lors des pseudo-journées pédagogiques où les gâteaux ont pris la place de la vraie pédagogie. Quant à l'éducation islamique, il faut savoir le courage de dire que pour le moment, nous dispensons un enseignement religieux trop chargé, sanctionné par des notes administratives, sans incidence réelle sur les comportements des élèves qui visent la note, ni plus ni moins. Il faut bousculer ce tabou. Nous devons donner une éducation islamique et non un enseignement religieux.
Je l'ai déjà publié dans mes pages. Il arrive que beaucoup d'élèves, pour ne pas dire la majorité, copient sur le cahier de l'éducation islamique des résumés qui existent déjà dans les livres pour lesquels nous avons dépensé des millions de dollars en classe et qui passent leur temps à apprendre pour les réciter par cœur et avoir une note. C'est la note qui est l'essentiel. Pour moi, non. C'est le comportement de l'élève qui doit être visé. Le jour où nous arriverons à changer le comportement de l'élève, c'est-à-dire du citoyen futur, sur tous les fléaux sociaux, ce jour-là, nous aurons le droit de dire que nous avons dispensé une éducation islamique. Et là, je développe un autre sujet pour une autre fois. Pour le moment, nous inculquons du primaire au secondaire des programmes dignes et des muftis dans le seul but d'occuper ces élèves à passer un temps fou à apprendre par cœur des pages et des pages au détriment de l'éducation et des autres sciences. C'est de scientifiques dont nous avons besoin. Voilà, la phrase est dite. Merci, monsieur.